Alors comment est-ce que tout ça s'imbrique? On a parlé de capteur, on a parlé d'objectif, on a parlé de sensibilité du capteur, on a parlé d'ouverture de l'objectif. Le concept global de la photographie et ce qu'on pourrait appeler la création d'une image, c'est une chaîne avec les ingrédients suivants. D'un côté, on a la lumière. La lumière, c'est très souvent celle disponible à un moment donné. On a, à la base en tout cas, peu d'intervention dessus. Ça va être, en intérieur, vous faites une photo de groupe, pardon. Ça va être, vous êtes en intérieur, vous voulez faire une photo de groupe, il fait nuit, la lumière sont allumées, vous n'avez pas d'influence, à part allumer une deuxième lampe, mais vous n'avez pas beaucoup d'influence sur cette lumière. Vous êtes en extérieur, vous voulez prendre un paysage, là encore, c'est la lumière disponible à ce moment-là. Il fait beau, il fait pas beau, il est tôt, il est tard, vous avez peu d'influence. Le deuxième facteur, cette lumière, elle rentre, elle passe au travers de l'objectif. On a vu, la qualité de cet objectif est importante et son ouverture va définir quelle quantité de lumière va pouvoir rentrer. L'étape d'après, c'est le temps de pause. Le temps de pause, c'est le temps que l'obturateur va rester ouvert pour permettre d'emmagasiner toute cette lumière qui rentre. Et enfin, le dernier facteur, c'est la sensibilité. La sensibilité, j'en parlais donc dans le cours sur le capteur, en vous expliquant que plus le capteur était sensible, plus il allait être capable de reproduire une image claire à partir de peu de lumière qui rentre. On a donc ces trois éléments chaînés autour de la quantité de lumière disponible. Tout ça, ça fonctionne de manière assez linéaire, c'est-à-dire que si vous avez 2 fois moins de lumière qui rentre, il va vous falloir un temps de pause 2 fois plus long, ou alors une sensibilité 2 fois supérieure, pour faire une image dite correctement exposée. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vous parlais d'un 50 mm qui ouvre à f1,0, et les conditions lumineuses vous amènent à faire une photo au 1/500e de seconde. Peut-être que pour faire cette photo, il faut utiliser une sensibilité de 800 ISO. Ça veut dire que vous pouvez faire la même photo dans le sens exposé de la même manière en mettant votre capteur en le réglant sur 400 ISO au lieu de 800, donc on a un rapport de 2, mais en utilisant un temps de pause 2 fois plus long. On a donc toujours notre ouverture à 1, notre temps de pause qui va être de 1/250e de seconde, c'est-à-dire 2 fois plus long que 1/500e, et on est passé à 400 ISO. La règle continue, on peut choisir de fermer à 1,4 au lieu de f1, par exemple parce qu'on a envie d'une profondeur de champ un petit peu plus importante. Donc on va avoir 1,4, 1/125e de seconde, et 400 ISO. Puis on peut se dire, oh, j'ai encore un peu de marge, un 125e de seconde, je sais que c'est un temps de pause quand même très court, donc ma photo sera vraiment nette. Mon capteur à 400 ISO, il donne une qualité d'image qui est quand même un peu moins bonne qu'à 200. Donc je peux faire ma photo aussi à 200 ISO, part dans l'autre sens, 1/60e de seconde, f1.4. Donc l'ouverture 1,4. Donc tous ces paramètres sont reliés et amènent au final à une photo qui est exposée de la même manière, mais qui n'a pas forcément le même rendu. Donc on est passé par exemple de 800 à 200 ISO, on gagne en qualité, parce que notre capteur, quand on monte en ISO, c'est un réglage un petit peu artificiel,
qui certes permet de faire des photos nettes avec des conditions de lumière un peu moins bonnes, mais c'est souvent au détriment de la qualité. On va voir apparaître du bruit, c'est-à-dire des petits grains, des petits pixels qui vont être bleus, rouges, jaunes, enfin qui sont pas de la couleur initiale de ce que vous prenez en photo. Si vous prenez cet écran à 3200 ISO, il va pas être tout bleu, il va y avoir ce qu'on appelle du moutonnement, du grain, ça va être des petits pixels jaunes, des petits pixels gris, des noirs, des différentes couleurs qui n'ont rien à voir en fait avec la couleur réelle de ce que vous prenez en photo, parce que c'est un traitement numérique, on essaye de récupérer des informations là où elles n'existent pas forcément vraiment. Donc, vous avez la possibilité de faire tous ces réglages, que ce soit avec un réflexe numérique ou un compact un peu haut de gamme qui vous laisse modifier manuellement ces réglages comme vous le souhaitez. C'est là où c'est un critère important dans le choix d'un appareil photo, on en parlera dans le cours sur le choix du matériel, mais c'est aussi les notions de base de la photographie, c'est de savoir qu'on a ces 4 paramètres qui sont liés, la lumière, l'ouverture, la vitesse, la sensibilité, et que, en fonction de vos besoins, vous allez pouvoir faire varier l'un ou l'autre. On parlait de l'ouverture. On peut vouloir une grande ouverture pour avoir une faible profondeur de champ. On peut aussi vouloir ou pouvoir fermer un petit peu plus l'objectif parce que, généralement, un objectif, quand on l'utilise à sa plus grande ouverture, c'est pas là qu'il est le meilleur optiquement. C'est-à-dire que quand vous l'utilisez vraiment à très grande ouverture, votre 50 mm à 1, typiquement, sur les bords, par exemple, la netteté va être moins bonne, ça va être un peu flou, par exemple, alors que si vous fermez un peu plus, à 1,4, 1,8, 2, en fonction de ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire en fonction de la lumière disponible, souvent, si vous le fermez, la qualité optique sera meilleure. On dit généralement, c'est une grande règle, ça dépend d'un objectif à l'autre, mais ça donne une idée, un objectif, il est le meilleur à f8. Si vous êtes en extérieur, qu'il fait très beau, que vous avez à, on va dire, 400 ISO, et en ouvrant à f2, ça vous donne un 8 millième de seconde. Pourquoi faire la photo à un 8 millième? Vous n'avez aucun intérêt, si c'est un paysage, vous n'avez pas une Formule 1 à figer en un 8 millième de seconde, autant profiter de cette marge qui est là, c'est-à-dire que vous pouvez descendre sans souci la vitesse de manière à garder un petit peu quand même de marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas risquer le flou de bouger, mais à un 8 millième, vous n'avez aucune chance que ça soit flou, à 1 millième non plus, à 1 500e non plus. Donc, vous pouvez utiliser cette plage on va dire, disponible, cette plage de réglage sur laquelle vous pouvez jouer pour grappiller sur les autres éléments. Au lieu d'utiliser votre 400 ISO, vous allez descendre à 100, parce qu'à 100, c'est là que le capteur est le meilleur. Vous allez fermer votre objectif, pourquoi pas à f8? Si à f8, au final, vous obtenez 1 125e de seconde, si vous faites une photo de paysage, pas de problème. Votre photo sera nette parce qu'il n'y a pas de flou de bouger à 1 125e de seconde. Vous êtes à f8, vous utilisez la meilleure qualité optique de votre objectif. Vous avez une profondeur de champ qui est assez importante, donc vous êtes sûr que votre infini sera net et puis aussi devant, si c'est ce que vous voulez. Et votre capteur est utilisé là où il est le meilleur. Donc c'est ces différents paramètres qu'il faut apprendre à régler, savoir aussi où est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, parce que parfois on n'a pas vraiment de marge de manœuvre. Donc parfois, on va monter en ISO, on va aller jusqu'à 3200 parce qu'il fait vraiment très sombre, parce qu'on veut s'assurer d'avoir une photo nette. À la limite, on préfère qu'elle soit nette, mais bruitée et pas très... j'allais dire pas très nette, c'est pas le terme qui convient, mais qu'elle soit pas très piquée, elle soit pas très fine, mais au moins il n'y aura pas de flou de bouger.
À l'inverse, parfois vous pouvez mettre un trépied et faire une photo avec un temps de pause de 1 seconde, parce que votre paysage en fin de soirée, il ne bouge pas non plus. Pour éviter le flou de bouger, vous mettez votre appareil photo sur un trépied, et du coup, vous utilisez un temps de pause d'1 seconde, vous conservez vos 100 ISO, parce que mettre 100, 200 ou 400, que ça varie de 1 seconde ou une demi-seconde, vous avez votre trépied qui est là, il n'y a plus de souci. Donc voilà, c'est vraiment important de bien comprendre ce lien entre ces paramètres, et là encore, de ne pas hésiter à expérimenter. Tout ça, c'est seulement forcément si vous avez le matériel qui le permet, donc plutôt des réflexes numériques ou un compact ou un bridge haut de gamme. Sinon, il faut parfois un petit peu tricher, un petit peu comprendre comment fonctionne son compact numérique qui n'a pas beaucoup de réglages pour essayer d'utiliser par exemple des modes type portrait, des réglages qui sont déjà prévus. Il y a des réglages portrait, paysage, on peut tourner une petite molette ou choisir dans un menu. Ça peut aider, quand on sait comment il fonctionne, à faire des photos telles qu'on le souhaite. Par exemple, si on sait que le mode portrait utilise la plus grande ouverture possible, ça peut servir aussi pour faire une photo de sport, parce qu'on sait que en utilisant la plus grande ouverture possible, on va laisser rentrer le maximum de lumière. Donc comme le paramètre est lié, on aura un temps de pause le plus court possible. Si on veut figer un mouvement en sport, c'est la même chose. Donc si votre compact numérique propose un mode portrait, généralement, vous pouvez l'utiliser aussi pour faire des photos de Formule 1. Voilà, c'est vraiment la base de la photo numérique. Je me répète, mais vraiment, je vous invite à faire des essais. Là encore, vous avez cette chance d'apprendre la photo à une période où vous pouvez faire ces essais sans que ça vous coûte de l'argent. Ça n'a pas de prix, c'est le cas de le dire. Donc vraiment, n'hésitez pas, prenez des notes, regardez les données EXIF de vos JPEG. Je vous rappelle, vous faites un clic droit sur un JPEG, vous faites propriété, vous avez un onglet sous Windows qui s'appelle avancé ou information avancée, je ne sais plus exactement. Et là-dedans, vous allez pouvoir avoir toutes les infos de la prise de vue, à quelle focale vous étiez, quelle ouverture, est-ce qu'il y avait le flash. Toutes ces infos-là vous aideront à progresser à votre rythme, là encore. Et je vous invite maintenant, si ce n'est pas le cas, à consulter le cours sur le choix de l'appareil photo numérique. Si vous n'avez pas d'appareil photo, c'est un passage obligé.